Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Cyril Malka sans divan. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la façon dont on peut reconnaître une addiction. En effet, j'ai déjà fait un webinaire à l'époque sur les addictions en tout, donc qu'est-ce que c'est, etc. et comment les traiter. Ça, vous pouvez le trouver sur ma chaîne YouTube, vous pouvez l'écouter, le réécouter ou le voir et le revoir. Mais là, c'est plutôt une question qui m'a été posée par une auditrice qui m'a demandé « Mais comment est-ce qu'on peut reconnaître une addiction avant que ça aille trop loin, en quelque sorte ?» Est-ce qu'il y a des signes auxquels il faut faire attention et comment est-ce qu'on peut les reconnaître? Et là, on parle de toutes les addictions, donc pas seulement les addictions aux drogues ou à l'alcool, mais aussi aux écrans, par exemple, ou au travail. Et ça va donc être le sujet de cet épisode de Cyril Malka sans divan, reconnaître une addiction. Cyril Malka sans divan. Alors avant tout, une addiction, il va falloir trouver, se mettre d'accord sur la dépendance. C'est le mot en français, en fin de compte, c'est une dépendance, c'est pas une addiction. Mais qu'est-ce qu'une dépendance et comment est-ce qu'on la définit, cette dépendance? Quand est-ce qu'on peut commencer à dire que là, on parle d'une dépendance à quelque chose? Donc il y a l'American Society of Addiction Medicine qui a défini la dépendance de façon très précise et qui, je trouve, est une très bonne définition, et qui est que c'est une maladie chronique qui affecte les fonctions de récompense, de motivation et de mémoire du cerveau. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un pratique une addiction ou pratique une dépendance, une de ces choses qui lui donnent cette dépendance, il va avoir une récompense immédiate de par son cerveau et cela va le motiver à refaire et à refaire et à refaire cette chose et ce, à une dose de plus en plus élevée. Donc, quelqu'un qui a une dépendance aura envie d'une substance ou d'autres habitudes comportementales. Ce n'est donc pas nécessairement ou seulement des choses que l'on boit, que l'on mange, que l'on fume. Ils ignorent souvent d'autres domaines de la vie pour satisfaire ou soutenir leurs désirs. Et c'est-à-dire que l'addiction, non contente en fin de compte de vous rendre dépendante, va en fin de compte vous faire ignorer certains autres aspects de votre vie quotidienne, que ce soit votre vie de couple ou avec vos amis ou ce que vous voulez. Et de plus en plus de choses vont tourner autour de cette addiction, autour de cette dépendance. Alors maintenant, nous allons voir en gros les signes de la dépendance. Et ça va être les premiers signes que vous allez pouvoir remarquer, enfin certains des signes que vous allez pouvoir remarquer et qui vont être importants à remarquer là où on peut se dire là, on est en train de parler d'une possibilité d'addiction ou d'un contrôle d'une dépendance à quelque chose. Ces signes vont être généralement liés, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas seulement un ou deux signes, il y en aura plusieurs, et ces signes vont être liés aussi en intensité, et cette intensité de chaque signe va dépendre de la durée de la dépendance. C'est-à-dire qu'au début de la dépendance, les signes seront moins visibles, ils seront plus ténus, et c'est seulement à partir d'un certain moment où vous allez remarquer que tiens, il y a quand même certains signes qui sont visibles. Il faut donc être attentif à tous les signes. Quand vous voyez un de ces signes apparaître, soyez attentif à s'il y a d'autres signes et soyez attentif à l'intensité. Et là, ça va déjà pouvoir vous orienter vers une direction s'il y a une possibilité de dépendance ou pas. Alors généralement, quand une personne en bonne santé constate un de ces éléments, elle va se dire « Oh là là, là je suis en train de devenir addict ou dépendant de telle ou telle chose ». Il va falloir que je m'en débarrasse, il va falloir que je travaille à atténuer un petit peu ça, parce que là, ça commence à me prendre trop de temps, ou trop de ma santé, ou ça devient dangereux, ça coûte trop cher, enfin bref, après il peut y avoir plein de possibilités. La personne qui est dépendante ne va pas avoir ce verrou, ce système de sécurité, et plutôt que d'admettre qu'il y a un problème, et se dire, bon là, il y a un problème, il faut que je fasse attention, ils vont trouver un moyen de justifier ce problème, ce comportement, et même de le poursuivre.
Donc la première étape pour pouvoir mener la personne à l'aide, ça va être d'être capable de reconnaître les signes physiques, les signes mentaux et les signes émotionnels, et d'essayer de rendre la personne consciente que là, il y a un problème et qu'il va falloir faire quelque chose. Alors les signes les plus courants, excusez-moi, vont être un manque de contrôle ou une incapacité à rester à l'écart d'une substance ou d'un comportement. C'est-à-dire que la personne ne pourra pas rester à l'écart du jeu, de l'addiction en question, de fumer, de boire ou de prendre de la drogue. Tant qu'il y a, et ça c'est un phénomène relativement courant dans tous les domaines de toutes les addictions, c'est que tant qu'il y a de la matière à l'addiction va continuer. C'est-à-dire que si vous avez un alcoolique et que chez lui, il y a 3 bouteilles de vin, il va boire ces 3 bouteilles de vin jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Il ne va pas pouvoir se contenter de dire « je bois une bouteille maintenant et puis le reste, on verra plus tard ». Ils ne peuvent pas garder quelque chose pour plus tard. Il faut que la récompense arrive tout de suite. Donc, ils ne peuvent pas, ou que très peu, se rester à l'écart de la substance ou du comportement. Il y a également une diminution de la socialisation. Il va y avoir l'abandon d'engagement ou l'ignorance de relations. C'est-à-dire que l'addict ou le dépendant va préférer suivre sa dépendance plutôt que d'aller avec sa femme ou avec son époux faire certaines choses, ou de rencontrer les copains, ou d'aller faire du sport, ou d'aller faire d'autres choses. Et ça peut aller très loin, ça peut aller jusqu'à abandonner son travail, ne plus aller au travail ou ne plus rien faire au travail pour pouvoir mener à bien son addiction. Ça va être également ignorer des facteurs de risque. Alors bon, là j'ai pris l'exemple du partage d'aiguilles ou de seringues, malgré les conséquences potentielles, mortelles qu'il peut y avoir. Mais il y a d'autres facteurs de risque qui peuvent être utilisés, comme boire beaucoup trop, faire des mélanges dangereux, s'injecter des produits dont on ne connaît pas vraiment la provenance. Enfin, il y a une ignorance de différents facteurs de risque qui peuvent aller très loin. Et ensuite, et enfin plutôt, il y a des effets physiques. Vous allez avoir des symptômes de sevrage si la chose ou si l'action, le comportement ou la matière que l'on consomme n'est pas là ou est trop faible ou n'est pas suffisante. C'est-à-dire que si vous avez une personne qui est accro au jeu, si elle ne peut pas jouer pour une raison ou pour une autre, on va voir des symptômes physiques, vraiment des symptômes de sevrage. Elle va devenir plus agacée, plus irritée, elle va regarder sa montre, elle va se sentir mal, elle va même avoir des montées de suée, elle va avoir des battements de cœur. Il peut y avoir des symptômes physiques d'une dépendance psychologique. Ce n'est pas nécessairement, dira-t-on, l'addiction à quelque chose, à un produit, qui va mener à ces symptômes. Ça peut parfaitement être quelque chose de totalement psychologique. Là, quand vous voyez ces symptômes, c'est que là, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas et que la personne commence vraiment à être très addicte et très dépendante, dépendamment donc de l'intensité de ces différents symptômes. Maintenant, dans tout ce qui est addiction, dans tout ce qui est dépendance, il va y avoir en gros 2 types de dépendance principales. Vous allez avoir le type de dépendance toxicomanique et la dépendance comportementale, tout comme le jeu par exemple, qui sont tout aussi graves. La toxicomanie, elle, ça va être une dépendance de substances. Alors la toxicomanie, ça va être une dépendance de nicotine ou de tabac, ça va être une dépendance d'alcool, ça va être une dépendance de différents inhalants, ça va être des inhalants comme des articles ménagers, des nettoyants pour four, des peintures, la colle, des aérosols, enfin bref, tout ce qui peut se trouver dans le commerce peut mener à une dépendance. Bien entendu, on va avoir la dépendance de drogue et qu'on l'appelle le hashish médical ou pas, ça ne change rien à l'affaire, ça met toujours à une dépendance, il y a toujours le danger de dépendance. Et puis vous avez les médicaments. Beaucoup de médicaments contiennent de l'opium ou différents produits qui peuvent mener à une dépendance. Et on a régulièrement vu des patients qui ont souffert de douleurs pour une raison ou pour une autre, post-opératoire ou ce que vous voulez, et si on leur a donné des opiacés ou de la morphine ou des choses dans ce genre-là, ils ont développé une dépendance aux médicaments ou une dépendance à la morphine, ils sont devenus toxicomanes.
En plus de ça, vous avez donc les dépendances comportementales qui peuvent des fois être plus difficiles à gérer parce qu'elles sont moins précises que les dépendances de médicaments ou de toxicomanie. Je veux dire, la toxicomanie, elle va être dépendante de l'alcool, de la drogue, de ce que vous voulez. Donc on sait d'où ça vient et on a quelque chose de concret pour quoi travailler. La dépendance comportementale est plus difficile à gérer parce que c'est quelque chose de plus psychologique, de moins physique, et donc de plus difficile à trouver la solution ou à trouver si c'est relié à de l'angoisse ou à quoi c'est relié. Les dépendances comportementales ont des conséquences négatives qui sont totalement identiques à celles qui sont toxicomaniques. Et donc, il ne faut pas croire que juste parce qu'il n'y a pas de dépendance physique, c'est pas un souci, bien au contraire. Donc, les dépendances comportementales, alors quelques exemples les plus courants, mais qui couvrent la plupart, vous allez avoir les jeux d'argent, que ce soit le tiercé, que ce soit le loto, ce que vous voulez, le casino. Vous allez avoir des gens qui vont se mettre dans des situations pas possibles, de dettes pas possibles, qui vont foutre toute leur vie en l'air et la vie de leurs proches en l'air pour une dépendance de jeux d'argent. La dépendance au travail, en danois, il y a même un mot qui existe, Arbeitsnarkoman, c'est-à-dire un toxicomane du travail. Et ça, oui, ça existe. Et même si ça peut paraître comme une bonne chose au départ, en disant, il travaille bien, il travaille beaucoup, c'est bien, ça peut aller très 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 loin et peut mener à des situations vraiment catastrophiques par rapport à la vie de couple. La dépendance au sexe, alors là je ne parle pas des gens qui ont une libido importante, parce que sans ça on serait 95% à être dépendant de sexe. Non, mais c'est vraiment quelque chose qui doit leur arriver plusieurs fois par jour sans jamais vraiment avoir de satisfaction maximale, ça n'est jamais suffisant. La dépendance comportementale, ça correspond en fin de compte à ne plus apprécier ce que l'on fait, c'est devenu un besoin. C'est-à-dire que je me souviens d'une description d'un alcoolique qui buvait, donc lui était un alcoolique à la bière, et il se sifflait ses bières comme ça, 3, 4, 5 bières très rapidement. Et à un moment donné, il m'a dit, en fin de compte, ce que je recherche, c'est pas le goût, j'en ai rien à foutre, c'est la façon dont ça fonctionne. Et à la limite, je me mettrais la tête dans le four et j'allumerais pour le gaz pendant 2 ou 3 minutes le temps de me prendre un shoot, ça serait exactement la même chose. Ce qui l'intéresse, c'est le coût que l'alcool lui donne, et c'est pas trop ni le goût, ni le fait de s'amuser. Le sexe ou les dépendances de travail, jeux d'argent, etc., c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que ce n'est plus un plaisir, mais c'est devenu une nécessité, et à la limite, ça serait, quel que soit d'autre, ce ne serait pas un problème. Ça pourrait être remplacé par quelque chose d'autre qui lui donne un coût aussi fort, en quelque sorte. Vous avez la dépendance aux achats, les gens qui font des achats tout à fait excessifs et de choses dont ils n'ont pas besoin, dont ils des fois remplissent leur maison et dont ils ne savent pas quoi faire, et des fois ils ne les ouvrent même pas. Et bien entendu les jeux vidéo. Et dans le même ordre d'idée, vous avez tout ce qui est utilisation d'Internet, de médias sociaux, de tablettes, de téléphones, enfin d'écran, comme on dit généralement, dans tous les cas. Dans tous ces domaines, vous allez peut-être avoir des sous-domaines, mais en gros, ça va être tous ces domaines-là. Vous allez avoir un danger de dépendance qui vont avoir plus ou moins les mêmes résultats désastreux que l'on parle de consommation de drogue ou de consommation de jeux vidéo. C'est pour ça qu'il est important d'identifier les premiers signes, parce que lorsque vous avez les signes dont je viens de vous parler auparavant, quand ceux-là sont en place, c'est au moment où vraiment c'est évident, et là ça commence déjà à être difficile d'y faire quelque chose. Et les premiers signes sont importants à remarquer parce qu'il est plus facile dans ce cas-là, d'agir pour inverser la vapeur et pour être attentif à est-ce qu'il y a une addiction ou pas. Alors, attention à ces premiers signes et attention à ne pas en faire trop, parce que pour ce qui est des comportements sociaux courants, comme par exemple boire de l'alcool ou fumer, c'est difficile de voir s'il y a un problème de dépendance, parce que c'est relativement accepté et jusqu'à un certain degré, c'est même acceptable.
Ce qui peut ressembler à une dépendance, ça peut être une phase expérimentale, par exemple. Ça peut être une forme de gestion du stress. La véritable dépendance, si elle n'est pas traitée, va se transformer en habitude débilitante et ça peut mener à un risque de maladie. Donc, il ne faut pas trop crier au loup trop rapidement et trop facilement, mais il ne faut pas non plus laisser passer trop de temps et aller trop loin. Il faut trouver le juste milieu et donc avoir à l'œil certains signes. Alors, le premier signe à identifier, ça va être ce qu'on appelle le signe de l'expérimentation. Les personnes qui ont une tendance à la dépendance vont avoir une tendance à expérimenter beaucoup de choses. Alors si c'est une dépendance à l'alcool qui est en train de se développer, la personne va expérimenter plusieurs formes d'alcool. Au jeu, ça va être plusieurs formes de jeu, ça va être plusieurs... Enfin, on va voir, il touche un petit peu à tout, mais ça reste dans le même domaine. Ce n'est pas des choses très différentes, mais c'est des choses différentes dans le même département, dans le même domaine. Là, il y a peut-être une expérimentation pour essayer de trouver quelle est la meilleure des choses de laquelle je peux devenir dépendant, en quelque sorte. Donc, soyez attentifs à ça. Il y a des antécédents familiaux de dépendance. Ça aussi, il faut y être attentif. Si un des membres de la famille, que ce soit le père ou la mère ou les deux, par exemple, sont alcooliques, il y a de fortes chances pour que ça se retransmette aux enfants et aux petits-enfants. Donc, s'il y a des antécédents familiaux de dépendance, de façon à être dépendante, il y a peut-être le risque de la dépendance, donc un peu plus bas dans la hiérarchie. Alors, ce n'est pas nécessairement le même genre de dépendance. Vous pouvez avoir le papa qui est dépendant à l'alcool et le fiston qui va être dépendant à la drogue ou au jeu ou à autre chose. Mais c'est une certaine façon de penser, c'est une certaine constitution psychologique, une tendance à la dépendance. Et si le sujet n'est pas attentif à ce genre de choses, il a le risque de dépendance. Donc, s'il y a un antécédent familial de dépendance dans cette famille, donc, il y a un risque accru de dépendance pour la suite. Si vous voyez que le sujet a une attirance particulière par une activité ou une substance, mais plus que normal, dira-t-on. Alors là, je ne parle pas de hobby, bien entendu, mais si le hobby se développe en quelque chose qui prend de plus en plus de son temps, de plus en plus de ses actions, de plus en plus grande part de sa vie, et qu'il a de plus en plus de mal à utiliser de l'énergie dans d'autres choses, là, il y a un risque. Et puis, vous avez la recherche de situation où la substance ou l'activité est présente. Si la personne ne peut aller qu'à des fêtes s'il y a de l'alcool, ou ne peut aller qu'à certaines choses s'il y a cette activité, la possibilité de faire cette activité. Là, ça veut dire que même s'il donne l'impression d'éparpiller un petit peu ses intérêts, en fin de compte, il n'y a pas d'éparpillement du tout. On reste toujours dans le même domaine, même s'il entre par différentes portes, dira-t-on. Et enfin, il y a des épisodes d'exagération ou de perte de contrôle avec peu ou pas de remords après coup. C'est-à-dire que si on interrompt la personne qui est en train de pratiquer son addiction, ou si elle ne peut pas y arriver pour une raison ou pour une autre, ou s'il y a des empêchements, elle risque de devenir très rapidement agressive. Et elle ne s'excusera pas après coup parce que c'est quelque chose dont elle avait besoin et qu'on lui a refusé. Donc elle se verra outrée, même à la limite qu'on l'empêche de pratiquer son addiction ou sa dépendance. Ça, ce sont les premiers signes qui risquent d'être visibles et qui devraient vous mettre la puce à l'oreille. Si un de ces signes vous met la puce à l'oreille, donc, il va falloir vous mettre à la recherche de signes supplémentaires parce que ça reste quand même un petit peu léger avant de commencer à paniquer. Donc, la première des choses, ça va être de rechercher des changements de personnalité. Vous allez remarquer que les personnes dépendantes vont avoir une tendance à changer un petit peu d'entourage parce qu'elles vont s'entourer le plus avec des personnes qui vont encourager leurs habitudes plutôt que celles qui vont les combattre. Si elles sont confrontées à leur addiction, si on les confronte en leur disant « écoute, là, il y a un problème », elles vont trouver des excuses et elles vont commencer à justifier leur comportement, généralement. Donc, voyez sur ces différents changements de personnalité possibles.
elles vont avoir un manque d'intérêt pour les passe-temps ou pour les activités qui étaient autrefois importantes. C'est-à-dire une personne qui avait des activités importantes, que ce soit le travail, que ce soit des hobbies, que ce soit, je sais pas moi, des voyages, etc. Petit à petit, elles vont montrer de moins en moins d'intérêt à ce genre de choses et de plus en plus donc pour leur addiction qui va reprendre la plupart de tous les autres intérêts. Elles vont négliger les relations. Alors généralement, ça va commencer par être la relation à des amis plutôt lointains, et petit à petit, ça va être les réactions de plus en plus proches, et elles vont réagir négativement aux proches de plus en plus, de façon à devenir plus dans leur addiction. Elles vont manquer des obligations importantes, que ce soit des rendez-vous, que ce soit les études, elles vont sécher l'école, ou elles vont même sécher le travail, arriver de plus en plus en retard, ne pas y aller, trouver des excuses, etc. Elles vont avoir des tendances à prendre des risques, en particulier pour se droguer ou pour continuer à boire de l'alcool ou pour continuer certains comportements. Et ça peut être des risques qui peuvent des fois aller très 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 loin. Elles vont ignorer les conséquences négatives de leurs actions, c'est-à-dire que même si elles perdent leur boulot, même si elles perdent les personnes qui les aiment ou les personnes qu'elles aiment ou qu'elles aimaient, elles ne vont pas en tenir compte, elles vont relativiser en disant « bon, bah, de toute façon, ça ne marchait pas » ou « de toute façon, c'était un boulot à la con, je peux me débrouiller sans ». Enfin bref, elles vont ignorer toutes ces conséquences négatives. Il va y avoir le plus souvent, alors pas toujours, mais le plus souvent, il va y avoir des changements distincts des habitudes de sommeil. Elles vont inverser le jour et la nuit le plus souvent, elles vont dormir à des moments un petit peu bizarres. C'est entre autres du fait où elles ont de moins en moins d'obligations d'aller au travail ou de vivre une vie plus ou moins normale. Elles vont se marginaliser en quelque sorte et vivre à leur propre rythme. Et donc elles vont être, si elles sont plus ou moins obligées quand même jusqu'à un certain point de vivre une vie qui peut paraître normale, elles vont donc avoir une fatigue chronique. Et puis, elles vont devenir de plus en plus sécrétives, elles vont avoir de plus en plus de secrets, elles vont mentir de plus en plus, par exemple sur la quantité consommée, ou sur combien de temps elles ont joué, ou sur combien d'argent elles ont perdu. Enfin bref, il va commencer à y avoir des petits jeux de cache-cache. Si vous voyez ce genre de changement dans la personnalité de la personne, bien entendu la personnalité de la personne, de qui d'autre, ça peut être un très bon indicateur qu'il y a une addiction en cours, et dans ce cas-là, il va falloir trouver de laquelle nous parlons. Et là, il va falloir y faire quelque chose avant que cela prenne de la force et de l'intensité. Vous pouvez aussi rechercher les changements dans l'état de santé général de la personne. Parce qu'il va des fois y avoir des signes physiques de la dépendance. Alors ça, c'est un fait que c'est plus souvent par rapport à la toxicomanie, quelle qu'elle soit, que l'on remarquera ce genre de signes. Vous allez remarquer des yeux injectés de sang ou des yeux vitreux, par exemple. Des maladies constantes. La personne va toujours être malade, va toujours y avoir un pet de travers, va toujours y avoir une fatigue, etc. Et ça, c'est tout simplement parce que leur défense naturelle dira-t-on, deviennent de plus en plus faibles parce qu'elles mangent moins bien, il y a moins de vitamines, il y a moins de minéraux, elles dorment moins bien, elles sont plus fatiguées, leur système immunitaire descend. Et donc, tout ça, ça fait qu'ils ont plus de facilité à attraper différentes maladies, différents petits trucs plus ou moins graves. Des blessures inexpliquées, par exemple, alors là, c'est encore une fois surtout pour les dépendances de toxicomanie. Ça va être des gens qui sont trop beurrés, et qui se cassent la figure et qui se font mal, ou qui se font des blessures en se piquant, enfin bref. Il va souvent y avoir mauvaise peau. Ah, non, pardon, là, je vais un petit peu trop rapidement. Il y a un brusque changement de poids. Le plus souvent, vous allez avoir des gens qui... ou bien parce qu'ils ne mangent plus, parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils boivent trop, et puis ils travaillent trop, ou ils font trop ils jouent trop souvent, et ils ont juste le temps de manger un petit peu, donc ils vont ou grossir énormément, rapidement, ou alors perdre rapidement du poids. Dans les deux cas, ça peut être un changement dans l'état de santé qui peut vous donner une indication.
Ensuite, donc, vous avez mauvaise peau, problème de cheveux, les cheveux ternes, les dents, les ongles qui donnent un petit peu l'impression d'être frêles ou qui deviennent un peu noirs, qui ont des caries, ce que vous voulez. Alors ça, c'est surtout dans la toxicomanie qui implique des drogues du genre méthamphétamine ou cocaïne, etc. Ça donne très souvent ce genre de choses. Vous allez avoir une tolérance accrue aux médicaments. Quel qu'il soit. Leur système est tellement habitué, encore une fois on parle de toxicomanes, leur système est tellement habitué à gérer tous ces produits que les médicaments leur font de moins en moins d'effet. Il y a des symptômes physiques de sevrage, tels que la transpiration, les tremblements, les vomissements, etc. Si la chose dont ils sont dépendants n'arrive pas, est retardée ou est de mauvaise qualité, ou s'ils n'en ont pas suffisamment. Vous allez avoir des pertes de mémoire ou des problèmes de rappel, comme on l'a dit. C'est-à-dire qu'ils vont plus se souvenir de certains noms, ils vont plus se souvenir de certaines choses qu'ils ont faites, même si c'est quelque chose qu'ils ont fait le jour d'avant ou il y a un quart d'heure. Leur cerveau fonctionne moins bien, il est plus fatigué, il est plus endormi en quelque sorte. Et donc la mémoire, ça marche moins bien. Et c'est donc ce qui donne qu'il y a un changement dans le discours. Ils vont avoir des mots brouillés, ils vont parler comme Joe Biden en quelque sorte, ils vont mélanger les mots, ils vont avoir un discours un petit peu décousu. Bref, on a du mal à suivre un peu ce qu'ils nous disent, ils interchangent les mots. Tout ça, ce sont des changements dans l'état de santé de la personne qui peut indiquer ou qui indiquent le plus probablement un début d'addiction, un début de dépendance. Ensuite, vous avez donc les changements mentaux et émotionnels qui peuvent également être les signes d'un problème de dépendance. Alors, avant de juger que l'on parle ici de changements mentaux et émotionnels dus à une dépendance, il va falloir se souvenir d'éliminer toutes les raisons médicales potentielles du déclin de santé d'une personne. Je viens de nommer Joe Biden, qui de toute évidence est en train de devenir Alzheimer, est en train de devenir totalement sénile. Et là, ce n'est pas parce qu'il est dépendant d'une drogue ou quoi que ce soit, c'est parce qu'en fin de compte, il est temps qu'il aille dans une EHPAD. Mais dans tous les cas, il peut y avoir des raisons physiques et des raisons de santé pour lesquelles une personne peut avoir des changements mentaux et émotionnels. Donc, avant de commencer à dire, là on parle de dépendance, éliminer avant tout les possibilités de changement de déclin de santé ou de problèmes de santé avant de jouer la carte de la dépendance. Alors, les changements soudains d'humeur. Une personne qui, généralement, est enjouée et puis qui, tout d'un coup, a des changements, des sautes d'humeur inexpliqués alors qu'elle n'en a jamais eu ou que très peu auparavant, peut indiquer qu'il y a un problème de dépendance. C'est une personne qui a du mal à gérer sa dépendance, qui peut-être est en manque en ce moment et qui donc pète à câble au moment où il n'y a aucune raison. Un comportement agressif. Alors là, on parle d'une personne qui, en règle générale, n'a pas de comportement agressif, bien entendu, mais qui, tout d'un coup, commence à avoir des comportements agressifs, pour ainsi dire, sans raison apparente ou sans raison, ou qu'on ne s'explique pas vraiment. Même principe, un petit peu dans le même ordre d'idée, une irritabilité accrue, un petit peu comme si cette personne est en état de stress constant et devient irritable. Les symptômes de dépression aussi. Comme vous l'avez vu, comme on l'a vu un petit peu il y a quelques minutes, je parlais d'apathie et de manque d'intérêt dans ses hobbies, etc. Ce que l'on régulièrement peut juger comme un début de dépression. Ça peut être le cas, et c'est pour ça que je dis qu'il est important d'éliminer les raisons médicales potentielles avant tout, mais ça peut également être le cas de quelque chose d'autre, ça peut être le cas d'une dépendance. Donc, l'apathie, encore une fois, et puis les pensées suicidaires. Ces changements, alors là je ne parle pas d'une personne qui a toujours eu une tendance à l'apathie ou une tendance à la dépression et également aux pensées suicidaires, parce que dans ce cas-là, on parle justement d'une autre raison, mais une personne qui n'a pas eu ce genre de problème auparavant et qui commence à en avoir, ces changements, à moins d'être dus à un médicament ou quelque chose d'autre, peuvent être signes d'une dépendance. Voilà.
C'était donc les signes les plus évidents et les premiers signes avant-coureurs presque d'un risque de dépendance, et que ce soit d'une dépendance donc toxicomane ou une dépendance comportementale, que l'on parle d'alcool, de cigarettes ou de jeux vidéo, vous allez retrouver tous ces éléments. Et si vous voyez ce genre de signe, il est temps donc d'agir en conséquence et d'entrer en contact avec cette personne et d'essayer d'agir aussi vite que possible, parce que plus on prend la chose à temps et plus c'est facile d'agir. Voilà, c'était tout pour ce sujet. Je vous retrouve d'ici quelques temps pour un autre épisode de Sans Divan. Dans l'entretemps, je vous dis à bientôt. Au revoir. Si vous avez des questions ou si vous avez envie que je parle d'un certain sujet, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à cyril@malka.fr. Ce sujet m'a d'ailleurs été proposé par une auditrice. Et dans l'entretemps, je vous dis donc au revoir, à bientôt. Cyril Malka, Sans Divan. Sorry, the number you have dialed is not in service at this time.